Bonjour à tous et à toutes, entrepreneurs, investisseurs de l'extrême. Je suis aujourd'hui avec un homme légendaire, Tami. Je te suis depuis des années. On s'est rencontrés pour la première fois il y a de ça à peu près un an, un peu plus d'un an. Ouais, c'est ça. Et beaucoup accroché avec ton mindset et puis aussi tout ce que tu as fait par le passé, tes livres, ton énorme chaîne YouTube, ton énergie de malade, tous les gens que t'aides à faire plein de choses. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est quelque chose que tu ne montres pas, chose qui est souvent l'inverse auprès des gens qui sont en ligne où ça montre beaucoup, mais derrière, il y a beaucoup moins. Et toi, c'est l'inverse. T'es une des rares personnes qui s'expose, qui a, je pense, un énorme bagage. Tu exagères. Non, mais sans déconner, par rapport à ce que j'ai pu voir en termes d'entrepreneur online. Et donc, en fait, aujourd'hui, j'aimerais qu'on te découvre sous un angle que tu montres assez peu finalement, parce que tu es quelqu'un de très humble et que c'est pas forcément dans ton intérêt de montrer tout ce qu'il y a aussi derrière. Et j'aimerais bien aujourd'hui que tu délivres un peu plus et que tu expliques aux gens comment est-ce que toi tu investis. Alors ce concept de vidéo, je l'invente pas. En fait, j'ai lu un bouquin qui s'appelle How to Invest. Et en fait, c'est aux US, quelqu'un qui demande aux gens les plus riches au monde, me donnez pas de conseils, dites-moi juste comment vous faites. Et donc j'aime bien ce concept de savoir comment est-ce que Tami Cabbage investit. Alors, il y a des gens qui, malheureusement pour eux, ne te connaissent pas encore. Est-ce que tu peux donner brièvement c'est quoi ton background et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Déjà, je suis super content de participer à ce podcast. Et justement, toi, tu as commencé en quelle année? Alors moi, j'ai commencé il y a 14 ans, donc j'avais 16 ans et demi, 17 ans, allez, on va dire. Aujourd'hui, j'en ai 31. Et sur YouTube? Et sur YouTube, il y a à peu près 10 ans. 10 ans. Voilà. Donc 2014. C'est ça. Et je me souviens d'avoir vu d'avoir regardé tes premières vidéos. Et j'ai vu également ton évolution. Et je tenais vraiment à te féliciter parce que c'est vraiment génial. Merci. Et c'est vrai que moi, ma chaîne, je l'ai créée en 2010. Et il y a plus de 3000 vidéos, énorme impact. Je pense que beaucoup de gens se sont inspirés de cette chaîne et ensuite ont développé des choses beaucoup plus importantes. Alors, tu voulais que je commence par mon profil ou par ton background, ton parcours? En bref, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais en bref, je suis un gars qui a appris que les études, c'était important. Et donc, moi, je suis originaire du Maroc. Et quand j'arrive en France, on me dit, tu veux réussir dans la vie, il faut faire des études. Et je vais pas te dire que c'était facile. J'ai galéré, mais j'ai obtenu plein de diplômes. Donc, un magistère en finance, plein de diplômes professionnels. J'ai travaillé comme trader à Londres. J'ai travaillé comme analyste technique. J'ai travaillé comme trésorier d'un grand groupe. Donc, j'ai pas mal travaillé dans la finance et j'étais passionné de finance. Donc, j'ai lu des bouquins. J'ai écrit d'ailleurs plusieurs bouquins, 7 bouquins, plus de 100 000 livres vendus. Donc, c'est quand même pas rien. Mais pendant mes études, j'ai pas appris tous les concepts de liberté financière. Aujourd'hui, tout le monde les connaît, c'est sur YouTube. Mais moi, à mon époque, c'était presque pour nous de l'escroquerie. On n'y croyait pas. Pour nous, la meilleure manière de réussir, c'est de faire de bonnes études, d'avoir un bon salaire. Et c'était ça la réussite. Et donc, je divorce. J'ai un mariage qui se passe mal. Je divorce. Et là, je comprends, je vis une période très, très, très difficile. Mais il se trouve que je passe un concours très réputé, l'agrégation, je ne sais pas si tu connais, mais c'est extrêmement prestigieux en France. Tu as beaucoup de... D'ailleurs, le Premier ministre actuel est agrégé, tu as Alain Juppé est agrégé, tu as Jean-Paul Sartre, donc c'est vraiment l'un des diplômes les plus prestigieux en France. Sauf que quand tu obtiens l'agrégation, ils t'emmènent dans des lycées difficiles, genre Aubervilliers, j'ai enseigné à Aubervilliers. Mais pour moi, ça a été une bonne école et j'ai également enseigné à Dauphine, Assas, etc. Mais ça a été une excellente école parce que premièrement, j'ai appris l'art d'enseigner, l'art de transmettre les connaissances. Ça m'a permis également d'être une machine de travail parce que l'agrégation, ça m'a permis d'être beaucoup plus efficace, de travailler efficacement, d'abattre une grande quantité de travail très rapidement. Ça m'a été utile quand en 2010, et j'ai également été médiatisé en France. Alors, tu me voyais sur tous les médias à un certain moment, j'étais sur France 2, Élise Lucet qui fait pas mal de reportages assez percutants. Tu vois, elle m'avait interviewé sur son plateau de télé sur le 13h de France 2. Wow. Et c'est énorme. C'est énorme parce que tu as plusieurs millions de personnes qui te regardent en direct et psychologiquement, il faut le faire. Mais je l'ai fait. Et tout ça, je me suis dit à un certain moment, c'est bon, j'ai réussi. Je donne des conférences, j'enseigne à Dauphine, j'enseigne à Assas. Je frôle la mort en 2009. Et c'est à ce moment-là bien précis où je me dis, OK,
tu as fait toutes ces études, tu as ce background, tu es passé à la télé, tu es quasiment une star. Parce qu'en France, les gens te reconnaissaient dans la rue, me reconnaissaient dans la rue. Et là, tu frôles la mort. Et là, je me dis, waouh, c'est tout ça pour ça. Et là, je prends la décision de quitter la France, donc 2010. Et 2010, je rentre au Maroc. Je suis proche de mes parents. Mon père va mourir d'ailleurs 2 ans après. Et j'enseigne dans un lycée d'excellence. C'est un lycée où tu as que des mentions très bien, beaucoup de gens qui vont ensuite faire Polytechnique, HEC. C'est vraiment un lycée d'excellence à Casablanca. Et je négocie avec la directrice. Je lui dis, voilà, moi je vais enseigner. Tu as le nom de Tammy Kabaj, passé à la télé, vu à la télé, etc. Agrégé. Et moi, je crée mon business en parallèle. Elle me dit, OK. Et donc, je crée mon business à Casablanca. Et donc, c'est là où l'aventure commence parce que, justement, je comprends que c'est l'avenir. J'ai enseigné à l'université, mais je considérais que ce qu'on apprenait à l'université, c'était très basique, très théorique. On était très éloigné de la réalité. Et moi, j'ai eu la chance de travailler dans la finance, d'enseigner, d'avoir un gros bagage intellectuel. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est un boulevard. Ce qui arrive avec le business en ligne, c'est une révolution. Et moi, avec mon bagage, avec ma réputation, parce qu'à l'époque, quand tu crées un business en ligne, tu étais un petit peu mal vu. Même mon père m'a dit, mais qu'est-ce que tu fous dans cette galère? Avec ton background, n'importe quelle banque pourrait te recruter. Et là, moi, j'y crois. J'y crois vraiment. Sauf que pendant 2 ans, je galère. Puis là, ensuite, je crée ma chaîne YouTube. 2014, on s'installe à Dubaï. Et après, le reste, c'est de l'histoire. C'est-à-dire que je me suis jamais autant éclaté de ma vie. Bien sûr, j'ai développé un beau patrimoine. Tout à l'heure, tu parlais du fait que je ne montrais pas assez. Bah justement, je n'aime pas montrer. C'est pas mon style. Et c'est pas mon style parce que, tu vois, je sais que c'est éphémère. C'est-à-dire, tu peux être très riche, perdre tout du jour au lendemain. Et c'est pas pour ça que j'ai travaillé dur. Moi, j'ai travaillé dur pour être libre financièrement, pour ne pas avoir de compte à rendre, pour assurer pour ma famille. Et tout le reste, c'est du blabla. Et si, tu vois, et si pour moi, le message, d'ailleurs, je pense que j'ai dû faire une vidéo en Ferrari. C'est tout. Alors que j'aurais pu en faire plein. Que je ne me suis même pas acheté de Ferrari alors que j'ai largement les moyens. C'est parce que ça ne m'intéresse pas. Mmh. Et ce qui m'intéresse, c'est vraiment le fait d'être libre, le fait d'apporter de la valeur et ma famille. Voilà. J'adore, ouais, super intéressant. Et puis moi, je me souviens déjà à l'époque, je te voyais à Dubaï, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça, etc. Et puis après, je suis venu et j'ai compris. Ouais. Et là, encore une fois, juste avant qu'on commence, je te disais, Dubaï, c'est vraiment incroyable. On pourrait faire un podcast complet sur Dubaï. Aujourd'hui, j'aimerais que tu commences avec comment est-ce qu'aujourd'hui, tu investis en termes d'allocation. Quelle est ta répartition au niveau de ton patrimoine en pourcentage pour que les gens puissent se dire « Ah ok, je peux m'inspirer de ce qu'il fait pour savoir comment est-ce que je mets mes œufs dans quel type de panier ?» Déjà, disons que j'ai une situation assez confortable. Alors, on en a parlé tout à l'heure, mais au bas mot, mes revenus passifs, c'est-à-dire qui ne dépendent pas de mon école, qui ne dépendent pas de mon business, qui ne dépendent pas de mon activité, on n'est pas loin des $100 000 par mois. D'accord ? Et donc, si jamais je disparais, je ne fais plus de podcast, je ne fais plus de YouTube, je pense que c'est bon. C'est-à-dire, soit je suis dans une optique qui est finalement un combat de coq ou une quête vers l'argent, soit je suis dans un mode réaliste. Est-ce que je paye toutes mes charges ? Oui. Est-ce que j'ai besoin de travailler plus ? Non. Maintenant, donc déjà, il faut bien comprendre cette situation. Mmh. C'est-à-dire que ça va te permettre également de comprendre mon allocation. Mmh. Alors, tout d'abord, il faut bien comprendre que, en fait, moi, je raisonne par opportunité. Quand je suis arrivé à Dubaï en 2014, j'ai tout de suite senti que c'était demain, c'était l'avenir. C'était là où ça allait se passer. Mmh. Donc déjà, pour moi, le fait de me positionner à Dubaï, c'est que je me suis dit, OK, tu te positionnes pour l'avenir. Et puis, une année après mon arrivée à Dubaï, j'investis dans l'immobilier. J'investis au pire moment. J'investis sur un sommet de marché. Mais pour moi, c'était génial. Parce que ça m'a permis de me dire, OK, tu te positionnes. T'es là, t'es dedans. Et beaucoup de gens avaient peur à l'époque. Beaucoup de gens parlaient de géopolitique. Ben, c'est toujours le cas. Il y a toujours plein. Et pourtant, Dubaï fonctionne super bien. On parlait du fait que quand le pétrole va finir, Dubaï sera morte. On disait que Dubaï, c'est un désert. On parlait de la chaleur. Bref, tous les arguments pour ne pas investir à Dubaï étaient réunis. Mais moi, en fait, j'ai vu juste des choses concrètes. Le loyer, d'accord ? Quand je suis arrivé,
je payais un loyer qui représentait 12% de renta par rapport aux biens immobiliers. Et là, je me suis dit, tu as investi en bourse, tu connais la bourse, est-ce que tu as l'équivalent en bourse avec certitude? Non. Et là, moi, je me suis dit, mais en fait, il faut même pas réfléchir. Il faut même pas réfléchir. C'est-à-dire, tu as investi, tu as 12% de renta. Et la première année, c'était ça. Après, bien évidemment, on a eu un krach boursier. Et là, moi, je me suis dit, OK, j'attends, tranquille. C'est pas grave. Moi, de toutes les manières, je suis sur le long terme et je vais regarder ce qui va se passer. Et c'est pour ça que je te dis, je raisonne par opportunité. Et donc ensuite, la bourse avait déjà beaucoup monté, mais l'immobilier à Dubaï s'effondrait. Et donc, bon, j'ai investi en bourse, mais là, 2017, vraiment, l'immobilier à Dubaï commence à se casser la figure. Et là, moi, je commence à voir le truc, je me dis, waouh, je louais mon bureau auprès d'un ami indien d'ailleurs, qui est, alors je vais pas dire milliardaire, mais en tout cas gros bonnet. Et lui, très sympa, il me dit, Tammy, je veux que tu restes à côté de moi, tu vois, je baisse ton loyer, etc. Je lui dis, non, j'ai envie d'acheter. Est-ce que tu me vends le bureau? Il me dit non. Je dis, OK. Et là, je trouve juste à côté un bureau à un prix dérisoire. Donc, rien que le loyer, le rendement était de 15%. Oh là là. On est en 2017. Et là, je me dis, OK, c'est quoi le risque? En 6 ans, tu as payé ton loyer. En 6 ans, ça t'appartient. Et là, je commence à, tu vois, vraiment un raisonnement à la value, à la Warren Buffett. C'est-à-dire, finalement, le rendement, c'est même trop beau pour être vrai. Sauf que personne ne voulait acheter. Et là, j'ai commencé à faire mon shopping. Je commençais à visiter des appartements, des biens immobiliers, sur La Palme notamment. Et là, bon, je t'ai parlé, donc il n'y a pas de souci, j'en ai déjà parlé, mais là, je visite plein de biens immobiliers, je visite La Palme, et là, moi, je me dis, ouais, j'ai envie d'habiter ici. C'est vraiment le meilleur endroit sur Dubaï, c'est chic, t'as que la crème de la crème, t'as un air frais, donc c'est vrai que Dubaï, c'est pollué, mais là, t'as une plage, t'es loin de la ville, t'es loin de la pollution. C'est-à-dire, même si t'es à Dubaï, mais sans les inconvénients de Dubaï. T'as pas le trafic de fou. Et là, je me dis, je veux vraiment acheter un truc. Mais dans une optique perso, mais également dans une optique investissement. Et là, il y a, encore une fois, je raisonne en opportuniste. Je visite un bien immobilier. Donc, le mec, il nous fait visiter une villa sur La Palme. Et puis un appartement, puis un deuxième. Et il arrive à l'appartement que tu as visité. Et c'est le dernier appartement. Et le mec, il nous le fait visiter juste avant le coucher de soleil. Et là, moi, je le visite avec ma femme. Et là, je me dis, waouh, c'est un truc de malade. Vraiment, c'est un truc de malade. La vue est démentielle. La vue, elle est démentielle. Ouais. Et donc, le mec, il l'a fait exprès. C'est un bon agent immobilier. Et là, je lui dis, OK, ils veulent le vendre à combien? Il me propose un prix. Nous, on négocie un petit peu. Je lui dis, bon, baisse. Il appelle le proprio. Proprio lui dit, écoute, si demain, ils sont dispo, on le vend à tel prix. Et le prix, ça devait être 1,2, 1,3 million de dollars, ce qui est une bouchée de pain. Aujourd'hui, 4-5 millions de dollars. Je confirme. Pour l'avoir visité, je confirme. 4, mais moi, quand le mec il me dit ça, je lui dis, OK, demain, on se retrouve. Opportunité. C'est-à-dire, j'ai compris qu'il n'y avait que des opportunités à Dubaï. Et 2017, donc j'achète, 2020, je fais plusieurs achats donc, dans cette même logique. L'appartement, j'ai dû l'acheter en 2018. Et donc, je fais plusieurs achats dans cette optique. D'accord? Et en parlant de mon bureau, aujourd'hui, tu sais que le loyer de mon bureau, si je devais le louer, mais c'est mon bureau, c'est 25% de renta. Par rapport au prix auquel tu l'as acheté. Exact. Incroyable. Incroyable. Et sans impôts. Magnifique. Parce qu'on est à Dubaï. Magnifique. Et là, encore une fois, j'ai vraiment... Alors, moi, j'adore Warren Buffett, mais tu vois, son raisonnement qui consiste à acheter de la valeur, il trouve son sens, que ce soit en bourse, mais également dans l'immobilier. Complètement d'accord. Et moi, ça a été mon raisonnement. Donc, investir. Et donc, aujourd'hui, si je devais louer mes biens immobiliers, voilà, on est sur plusieurs, 50, 60 000 euros de revenus passifs. Superbe. Si je devais louer, d'ailleurs, l'appart où j'habite, si je devais le louer, c'est 20 000 dollars facile. Mais j'y habite. Bah je ne le loue pas. Voilà. Et donc ça, c'est la partie immobilière. Après, la partie bourse. Donc, est-ce que tu peux nous dire déjà l'allocation en IMO, approximativement? 25-30%. Okay. Je pense que je dois être à 25-30%. Ok. Max. Ok. Voilà. Après, la bourse. Donc, il y a la bourse, il y a plusieurs choses. Il y a la bourse passive,
ETF et dividendes. Alors moi, j'ai investi sur des actions à dividendes, mais je n'investis plus sur des actions à dividendes. Pourquoi ? Parce qu'à Dubaï, tu payes des impôts sur les actions à dividendes américaines. Et là, j'ai trouvé un hack. Qu'est-ce que je fais ? Au lieu d'acheter une action, je vais vendre des options. Ça me donne un rendement de 4-5% par an, sachant que mon cash n'est pas mobilisé. Et tu as Interactive Broker, je suppose, c'est 4% de rémunération aujourd'hui. Oui. Donc, tu es à 8%, 9%, parfois 10% sur ton investissement sans engager ton cash. Et si jamais ça se casse la figure, eh ben, j'achète moins cher. Donc, c'est vraiment ma stratégie passive. Passive sans engager mon cash. Par exemple, sur les ETF, là, j'attends que ça se casse la figure et je vais vendre des options de vente. Et des options de vente, pour ceux qui ne le savent pas, donc c'est une option de vente, ça te donne le droit de vendre un actif à un certain prix, ce que l'on appelle un prix d'exercice. Maintenant, si toi, tu vends une option de vente, tu encaisses de l'argent. Par exemple, sur le Nasdaq aujourd'hui, si tu vends une option de vente à 1 an, échéance 1 an, tu vas encaisser du 4-5%. Ce qu'on appelle une prime. Une prime. Mais tu peux également te couvrir. Ça, si tu dis, OK, moi, je veux vendre une option sur le Nasdaq, mais si jamais le Nasdaq perd 50%, moi, je vais avoir une perte limitée de 10%. Par exemple, j'investis 1 million. D'accord ? Et avec cette stratégie, mon but, c'est comme je structure mon portefeuille, je veux du 8% par an, ce qui est bien. Je veux du 8% par an avec 10% de risque sur l'intégralité de mon portefeuille. Qu'est-ce que je fais ? Je vends un put, j'achète un put. Donc, j'ai une protection si jamais le Nasdaq perd 100%, ce qui n'arrivera jamais. Mais j'ai une protection quand même. Et en fait, après, j'attends 1 an. Et à la fin, soit je suis exercé, soit j'encaisse mon argent. Parfait. Et je refais la même chose. Et donc ça, c'est la poche passive. Et la poche active, là, je suis plus en mode spéculation. Plus, par exemple, 2022, fin 2022, tu vois, j'ai pris des options, mais sur Microsoft, sur Nvidia, sur Adobe, sur des actions, tu vois, elles s'étaient bien cassées la figure, elles ont explosé. Là, maintenant, on est dans un marché qui est très haut. Nvidia, Palantir qui a explosé. Et là, je suis plus dans une optique swing trading. C'est-à-dire, mais là, on est plus dans du sport de haut niveau. Et c'est plus ma passion. Et là, mon but, c'est vraiment d'allouer 50% de mon portefeuille sur cette stratégie. Et c'est quelque chose, j'ai commencé à le mettre en place. Mais là, ça va être vraiment mon job. Intéressant. Mon job à titre perso. Sachant que j'ai des revenus passifs qui couvrent largement mes charges. Et sachant que aujourd'hui, mon but, c'est vraiment de m'éclater. C'est pas de... Enfin, bien sûr, j'ai envie de gagner de l'argent. Bien sûr que si tu vises le 100, 1 milliard, pourquoi pas ? C'est toujours bien. Mais c'est mon ego perso. C'est juste ma gloire personnelle. Je m'en fiche de le dévoiler ou d'en parler. J'en parle avec toi parce que voilà, tu m'as posé la question et je pense que c'est intéressant d'en parler. Maintenant, voilà, pour vivre heureux, vivons cachés. C'est vrai que quand tu parles trop de ton argent, etc., les gens ils vont se dire, soit ils doutent, je peux les comprendre, soit ils se disent c'est impossible, soit ça les met mal à l'aise. Tu sais, c'est dur pour les gens de... Tu vois, quand ils voient la réussite de quelqu'un, ils voient également leur échec. Et c'est pour ça que c'est important de faire du storytelling. C'est-à-dire, je ne suis pas arrivé comme ça par hasard, les gars. J'ai bossé, j'ai souffert, j'ai galéré. Et je continue de me prendre des coups, mais je n'ai pas atteint ce stade par hasard. J'ai atteint ce stade parce que derrière, j'ai bossé comme un dingue. Et il faut bien le comprendre. Mais ce n'est pas impossible. Ouais, c'est pour ça que je demandais au début que tu redonnes un petit peu ton background pour que les gens comprennent que tu n'es pas arrivé aujourd'hui, le tamis que tu es comme ça en un claquement de doigts. Et je voulais aussi qu'ils comprennent ton profil. Parce que c'est vrai qu'on est dans des situations qui sont spécifiques et qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Non. Et donc, du coup, l'allocation qu'on va avoir, pour beaucoup, peut paraître très agressive. Et pour beaucoup de personnes aussi qui n'ont pas tes connaissances en investissement et qui se demandent comment faire, c'est pas forcément ce que vous devez copier. Non. C'est pour ça qu'on est bien revenu au début sur quelle est la situation de Tami. Et c'est important de le mentionner. D'ailleurs, c'est ce que je dis même dans mon marketing ou à mes étudiants, parce que j'ai des étudiants, ils ont des dizaines de millions de dollars et j'en ai d'autres qui démarrent dans la vie. Ça n'a rien à voir. Tu ne raisonnes pas de la même manière.
Donc du coup, tu vas avoir à peu près 25-20% à peu près en IMO. Ouais. Tu vas avoir quoi, à peu près 60% du coup sur les marchés financiers. Sachant que je continue d'investir dans l'IMO. Ah ouais, même maintenant. Par exemple, avec le marché qui continue, tu continues. C'est fou. L'année dernière, j'ai investi et dans un bel appartement avec une vue sur le Burj Al Arab. Ok. Et en fait, idem, j'ai pris la même décision que sur la Palme. En un jour, j'ai acheté. Tu vois, et c'est pour ça que je te dis, si j'ai des opportunités, j'attaque. Donc j'ai vraiment cet état d'esprit d'investisseur, mais agressif. Donc quand je suis capable très rapidement de changer ton allocation rapidement en fonction des opportunités. Rapidement. Et donc l'année dernière, donc décembre de l'année dernière, on est en décembre, incroyable. Je visite un appartement, ma femme elle me dit tiens c'est super, j'ai adoré. Je lui dis ok, je vais visiter. Elle insiste, je lui dis ok, je vais visiter. Je visite, je regarde le truc Burj Al Arab, mais vraiment vue sur le golfe, truc de malade. Et la nana, elle me dit, c'est une italienne, agent immobilier italienne. Elle me dit, voilà, j'ai 2-3 personnes sur la liste, etc. Moi, dès que je visite, je vois le prix, je lui dis, fonce. Et là, il y a quelques semaines, on me propose, alors, c'est pas comme sur la Palme, on me propose 500 000 euros de plus-value, c'est 40%, ce qui est bien en un an. Ah oui. Et je l'ai loué. J'ai failli le vendre, et après, je me suis dit, non, je le vends pas parce que, tu vois, ça va s'apprécier, parce que juste à côté, il y a un mall qui se construit. Quand le mall sera fini, et c'est un hôtel 5 étoiles, donc c'est une résidence 5 étoiles, avec tous les services, mais c'est encore mieux qu'un hôtel. Et donc, avec tous les avantages, etc., et je suis sûr que quand le mall sera construit, les prix vont flamber. Parce que t'as que, et dans la résidence, il n'y a que des multimillionnaires indiens. Tu vois les bagnoles, Rolls-Royce, Mercedes classe S, etc. Tu te dis, ils ont du pognon, ils ont vraiment du pognon, et il n'y a que des Indiens. Il y a quelques Européens, etc. Mais il n'y a que des Indiens. Et là, et c'est eux qui ont le fric. Et s'ils habitent là-bas, c'est que derrière, tu vois, pour eux, c'est pratique. Et donc, tu vois, et j'ai acheté 2 appartements. Idem, sur le deuxième, également grosse plus-value. Et j'ai pas vendu. Et tu vois, donc, à chaque fois que j'ai quelque chose, si par exemple, je vois une opportunité, je vais acheter idem pour la bourse, idem pour les cryptos, etc. Voilà. C'est intéressant parce que ce que tu dis, tu sais, dernièrement, j'ai entendu un conseil que, évidemment, toi et moi, on connaît, mais je l'avais jamais entendu formuler de cette manière-ci. C'est, j'investis une partie de mon patrimoine dans ce qui va s'apprécier dans le temps de par ce que ça peut générer en termes de profit, donc surtout des business. Ouais. Et ce qui est rigolo, c'est que tu alloues une autre partie à des choses qui se font de plus en plus rares. Et donc, du coup, là, c'est plus ta poche immobilière qui, du coup, correspond un petit peu à ça. Et c'est rigolo parce que moi, de plus en plus, alors avant, je me disais, mais qui sont les personnes qui investissent dans les œuvres d'art? Qui sont les gens qui investissent dans l'immobilier de cette manière parce qu'il y a une vue sur ça, mais on s'en fiche? Et ben en fait, on s'en fiche pas du tout. Parce que il y a des vues qui sont uniques. C'est ça. Et c'est terminé. Dubaï, c'est quoi? C'est le Burj Al Arab, c'est le Burj Khalifa, c'est la Palme. C'est terminé. Tout ce qui va arriver plus tard, oui, il peut y avoir un beau potentiel intéressant, mais ce ne sont pas les icônes de ces destinations. Et donc, du coup, c'est rigolo parce que on pense un petit peu de la même manière sur ce point-là. Magnifique. Et j'investis d'ailleurs dans l'immobilier exactement de la même manière que toi, où je prends des vues qui sont irremplaçables, dans des emplacements qui ne peuvent pas être remplaçables non plus, et dans des villes dans lesquelles c'est un peu comme des monuments, finalement. Donc, où les gens vont être capables de mettre le prix. Oui. Parce que quand, par exemple, la personne, d'ailleurs, c'est un banquier d'affaires qui a visité l'appartement et qui voulait l'acheter, et la plus-value, elle était de 500 000, donc 40% par rapport au prix d'achat. 40-43%. Coup de cœur, je vais l'acheter. Et quand tu as une vue qui est unique, en fait, c'est un énorme avantage. Et beaucoup de gens l'oublient, mais en fait, il faut vraiment location. Complètement d'accord. Et là, je suis sur le point de faire une opération à Bangkok. Ça s'appelle, le projet, c'est une Sky Villa. Et en gros, c'est Saint-Régis qui fait ça. Et l'unité, elle est incroyable parce que 7 mètres de hauteur sous plafond, chose qui n'est pas chose commune à Bangkok. Et private pool, etc. Et puis le Saint-Régis, c'est énormément désiré, tu le sais, de par toute la clientèle Middle East et asiatique. Et du coup, pareil, je me dis, mais il y a combien d'unités versus combien de personnes qui veulent cette unité? Très peu. Super simple. Autre question. Cette fois-ci, sur quelque chose que toi, tu m'as dit que tu ne faisais pas et que du coup, moi, je fais. C'est le private equity. Et le private equity, on en parlait juste avant, c'est une famille qui est
énorme, il se passe plein de choses, ça peut être tout et n'importe quoi, que ce soit du rachat d'entreprise pour étendre ta boîte, que ce soit de l'investissement passif, que ce soit de l'investissement dans des startups, etc. Et donc, j'aimerais ton avis d'une manière générale. Alors, ça va prendre trop de temps en fait si je te demande ton avis d'une manière générale. Est-ce que tu peux me donner ton avis sur le private equity de différentes manières dans les startups, par exemple? On m'a proposé énormément d'investissements dans les startups. Alors pourquoi je ne l'ai pas fait? Premièrement, je demande le bilan, bien évidemment, et j'ai eu des bilans et tu voyais que les gars, ils cramaient du cash, mais ils cramaient du cash. Et donc, ils arrivent, ils ont des super beaux CV, Polytechnique, Normal Sup, agrégation, etc. Très beau CV, un tour de table prestigieux, genre le gars directeur général à la Société Générale, tu vois, que des gros bonnets. Et après, je lui dis, OK, envoie-moi le bilan. Et tu vois le bilan, tu vois, les mecs, ils massacrent le cash. Et le business en ligne, l'un des avantages, c'est qu'on a un autre raisonnement. C'est-à-dire, nous, on veut générer du cash avec un minimum de dépenses. Et donc, la puissance du business en ligne, c'est véritablement, ce sont des vaches à lait, mais des vaches à lait extrêmement intelligente, c'est-à-dire que derrière tu apportes de la valeur, tu délivres de la valeur, hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent, mais faites ou créez la même chose et vous verrez que c'est pas si simple que ça. Et derrière, il y a également cette notion de branding. Tu crées une marque. Et donc, quand tu vois le business en ligne et quand tu vois les startups, en fait, c'est vraiment, tu joues à la loterie, premièrement. Deuxièmement, j'ai des compétences en finance. Donc, j'ai la chance de ne pas, tu vois, confier mon argent à quelqu'un. Il faut vraiment que je sois super confiant. Il faut également, et tu as beaucoup de gens de Margoulin, et alors j'en ai fait les frais. Hein, c'est vrai qu'il y avait un entre guillemets pote qui m'a dit, voilà, investis, etc. Et j'ai investi, j'ai perdu mon fric. Et c'est quand même un beau montant. Et le mec, en fait, c'est un escroc. Mais ces escrocs, il y en a plein. Et donc, à un certain moment, c'est important d'investir soi-même. Et puis, private equity, donc c'est opaque, il y a beaucoup d'infos contradictoires, et c'est également cette notion de est-ce que tu vas tomber sur la bonne boîte? Est-ce que tu vas tomber sur, je sais pas moi, Stripe, ou tu es pas sûr. Alors qu'en bourse, et là je reviens à, tu peux avoir des performances incroyables. Tu peux avoir par exemple Palantir qui est en bourse, qui a pris 300%, tu as Nvidia qui est en bourse. C'est pas du private equity. Mais ça demande, par contre, à la bourse, ça demande des compétences. Ça demande du sang-froid, ça demande de la patience, ça demande de vraies compétences. Et c'est vrai que beaucoup de gens n'ont pas ça. Et c'est d'où l'importance de l'investissement passif. Mais pour moi, c'est ça ce qui m'a refroidi. Et enfin, le dernier point, c'est la notion de focus. Là, j'ai parlé d'immobilier. Moi, je ne suis pas immobilier au départ. C'est vraiment l'opportunité qui a fait que je me suis dit, c'est intéressant. En 2017, j'ai créé une formation sur l'immobilier pour mon école. Et j'ai dit à mes étudiants, j'aurais dit, les gars, il faut investir à Dubaï aujourd'hui. Et c'était incroyable, le timing était incroyable. Certains m'ont suivi, tu vois. Mais je sentais que c'était la meilleure opportunité. Mais le problème, c'est que je sais que je ne peux pas être bon partout. Et donc, à un certain moment, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses? Et c'est pour ça que l'immobilier, je connais parfaitement, alors que au départ, je ne suis pas un expert. Mais je me suis formé, j'ai lu des bouquins, et puis après, c'est juste du feeling, quoi, de l'intuition. C'est-à-dire, tu vois un truc, bon, je t'ai donné des cas concrets, mais quand tu vois le truc, tu te dis, c'est pas possible. C'est pas possible que... Et j'ai visité des penthouses à l'époque. Je me souviens, j'avais déjeuné... Non, on avait pris un café avec Yomi et je lui ai dit, Dubaï, ça va exploser. Et lui, il était un peu sceptique et tout. Et ce qui est intéressant, c'est que après, quand il a vu le truc, il aurait dû investir. Et je pense que beaucoup de gens n'ont pas vu Dubaï. Je pense que même toi, tu as très peu de gens. Et moi, j'étais là, j'habitais ici, tu vois, mais je connaissais le truc. Je me suis dit, mais ça ne peut qu'exploser à la hausse. J'avais pas du tout cette connaissance du marché. Très peu. Je venais très peu aussi à l'époque. C'est aujourd'hui que Dubaï est devenu Dubaï. Que les gens commencent à... Mais à l'époque, tout le monde se foutait même presque de la gueule de Dubaï. C'est juste que c'était un marché qui n'était pas forcément aussi mature qu'il est aujourd'hui. Et donc les gens, l'image, la photo de l'investissement lui-même à un instant présent...
bah, si t'as pas trop d'expérience dans l'immobilier, toi aussi, il faut remettre les choses dans le contexte. T'étais déjà un businessman quand t'es arrivé. Exact. Donc, tu savais déjà beaucoup de choses, t'avais déjà beaucoup plus de cash. Donc, tu pouvais aussi allouer une poche qui était différente. Et donc, du coup, pour revenir sur la partie private equity, bah, je suis totalement d'accord avec toi parce que, pareil, donc j'ai des comptes bancaires dans des banques privées et des fois, ils aiment me proposer un produit très sexy de start-up. Et du coup, je leur demande, c'est quoi le track record ? Qui sont les personnes qui gèrent? Et c'est rigolo parce que moi, dans le private equity, je me dis, j'investis sur des personnes, j'investis pas sur des business models. Parce que les idées, mais franchement, pour moi, ça vaut 0. Sauf si vraiment là, en effet, c'est un truc de malade dont personne ne parle. Par exemple, je te donne l'exemple de l'intelligence artificielle. Nous, tu vois, dans mon truc onlineasset.com, on n'investit pas du tout sur des choses dans le secteur de l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que c'est pricé de malade. Par contre, on utilise en effet ces outils au sein de nos différents business. Et donc du coup, quand on me propose un document qui me présente, un document d'information synthétique qui me propose en fait l'investissement et que je regarde et que je vois les personnes, que je tape leur nom sur Google et que je vois le nombre de boîtes qu'ils ont envoyées dans le mur, en plus... C'est marrant parce que du coup, sur leur document, ils disent « Je suis pas à ma première startup, tu sais, ça fait 30 startups déjà. » Puis tu tapes son nom, tu vois qu'il y en a 29 qui ont pris un KO. Et donc du coup, je me dis « Mais comment les mecs osent le mettre sur le document ?» Et le pire, c'est que ça marche parce que c'est un produit qui est sexy, parce que les gens pensent trouver la licorne. Parce que les banquiers gagnent énormément d'argent. Et là, énormément d'argent dans l'introduction, dans la présentation, ils ont des commissions de dingue et les banquiers, ils s'en fichent si tu perds ton fric. Bien sûr. Moi, je me souviens d'une personne qui est allée voir JP Morgan, banque prestigieuse, place Vendôme, très beaux locaux, et les gars, ils lui ont vendu les biotech. C'était en 2000. Il a tout perdu. Tout son héritage. Il m'a dit, Tammy, j'aurais pas dû leur faire confiance, mais quand tu arrives dans des beaux locaux, banque prestigieuse, diplômée, genre Polytechnique, HEC, etc. Tu as envie de leur faire confiance. Mais non. Et d'où l'importance de reprendre le pouvoir sur ton argent. Et donc, du coup, voilà, même configuration. J'arrive dans les beaux bureaux à Singapour, du marbre partout, des œuvres d'art, et puis le document de private equity. Exact. Investissement dans des startups. Et donc, je regarde les gens, et puis la conclusion est très simple. Non. Pourquoi est-ce que j'investirais là-dedans? Et donc, ce qui est rigolo, c'est que juste après, je dis, non, moi, je veux juste investir sur un ETF qui réplique la perf du S&P 500 ou un ETF action à dividende parce que j'ai besoin de cash flow. Et là, tu ne les intéresses pas. Et là, c'est ce qu'elle m'a dit, j'ai plus rien à t'apprendre. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Donc, c'est quand même rigolo. Et donc, du coup, tu vois, sur le private equity, en fait, je m'étais toujours dit, startup hors de question. Et aujourd'hui, d'ailleurs, toujours hors de question. Parce que j'ai pas, en fait, 5 millions achetés, en fait, tout simplement. Exact. Moi, je suis comme toi dans le sens où je viens de pas grand-chose. Et donc, je ne peux pas me permettre mentalement, c'est pas d'un point de vue financier, je pourrais perdre aujourd'hui 5 millions. C'est pas ça, le truc, c'est que mentalement, perdre 5 M, où je me dis, de là où je viens, c'est pas possible. Et c'est surtout le temps que ça va te demander. Maîtriser les dossiers, ça va demander énormément de temps. Et puis, il y a des gérants de private equity qui cartonnent. Mais c'est leur job, à plein temps. Ils ne font que ça. Et moi, je ne fais pas que ça. Je n'ai pas ce temps. Et puis, l'autre avantage, et je pense que tu es d'accord avec moi, tu sais, tu as ce que l'on appelle des introductions en bourse. Introduction en bourse, c'est quoi? C'est une entreprise qui est introduite après avoir été une start-up, type Palantir. Et dans les introductions en bourse, tu vas voir très rapidement les boîtes qui génèrent du cash. Et quand tu veux, par exemple, Coinbase, quand elle a été introduite en bourse, elle perdait de l'argent. Mais là, aujourd'hui, elle explose. Pourquoi investir au pire moment? Pourquoi ne pas attendre? Ok, je suis intéressé par tel secteur, t'attends qu'elle soit introduite en bourse. Et à partir de là, en fait, l'action va te prouver qu'elle est intéressante. Elle génère du cash. Voilà. Elle a un chiffre d'affaires croissant. Il y a un intérêt. Tu vois, il y a des gens qui en parlent. Tout le monde. Il y a le buzz, par exemple, l'intelligence artificielle. Par exemple, l'industrie militaire, par exemple. Et là, ces boîtes, en fait, elles vont faire du x5, x10. Et tu n'as pas besoin de le faire par le biais. Tu vas sur le Nasdaq et tu investis sur ces boîtes. Et donc, pour moi, en fait, la logique, c'est pourquoi investir cet argent avec aussi peu de connaissances, ce que l'on appelle en économie une asymétrie de l'information. J'ai moins de connaissances que les dirigeants et j'ai moins de connaissances que les experts du secteur, parce qu'il y a des experts du secteur. Par contre, en bourse, ça, c'est mon domaine. J'ai les ratios, j'ai les chiffres et je peux me dire, OK, ça vaut le coup, ça ne vaut pas le coup. Mais là, j'ai un avantage. Quand j'investis, je sais que je ne vais pas investir par hasard. Intéressant. Et du coup, c'est un conseil que je voulais partager aux gens, que j'aime bien rappeler, c'est que dans nos situations, par exemple, vous avez pu remarquer qu'on a un niveau de concentration
dans ce qu'on connaît, ce qu'on maîtrise. Exact. Parce que justement, ça fait sens parfois. Donc, il y a des fois des gestionnaires de patrimoine qui vont vous dire faites ci, faites ça, comme ça. La réalité, c'est que si vous avez un edge par rapport aux autres, de par votre background, votre expérience, connaissance, bah, c'est pas déconnant en fait que d'avoir 50% en plus. C'est ça. Moi, typiquement, aujourd'hui, mon exposition, c'est à peu près 30% IMO, où je vais avoir ma RP dedans. Je vais avoir un peu de locatif dans des, pareil comme toi, dans des branded residence. Après, je vais avoir à peu près 50% qui va être investi en bourse. Et puis après, tout le reste, ça va être du private equity. Et parfois, ça peut changer. Genre là, par exemple, bah, là, juste avant, bah, d'ailleurs, c'est rigolo, il y a de ça 45 minutes, la bourse vient d'ouvrir. J'ai vendu une grosse position pour moi en bourse parce que je ne pense pas que la bourse va cracher demain. Mais simplement, moi, je ne suis plus confortable en fait à l'idée de holder à des PI ratios qui sont aussi élevés. Donc, alors vas-y, je vais revenir sur ça. Et donc du coup, en fait, moi, mon analyse, c'est que je m'écoute en premier et j'essaie pas de tamer le marché, c'est juste qu'à un moment donné, je suis juste plus confortable à l'idée de holder un truc qui est devenu aussi cher parce qu'encore une fois, de là où je viens, je peux pas me permettre de perdre de tel volume. Par contre, c'était une poche d'investissement, donc j'en ai 3 en bourse et c'est une des 3 que j'ai sold out à 100%. Donc j'ai toujours une énorme expo en bourse. Et puis aussi, il faut remettre dans le contexte de, on est aujourd'hui dans une situation où laisser dormir son cash de la bonne manière, c'est pas dégueulasse en ce moment. Mais on revoit cette vidéo dans 5 ans, bah, c'est peut-être probablement plus le cas. Donc, c'est encore une fois à prendre dans le contexte actuel. Voilà. Oui, le PE, donc c'est le price earning, et en fait, c'est le cours sur les bénéfices. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as des actions qui sont valorisées 100 fois, 200 fois, 300 fois. Et alors, attention, et ça, c'est également une erreur que je faisais, c'est-à-dire que parfois, tu vois une action qui vaut 200 fois ses bénéfices, tu dis, c'est cher. Mais attention, parce que si cette action, ses bénéfices explosent, comme ça a été le cas pour Nvidia, parce qu'avant d'exploser à la hausse, son PE était de 200. Et pourtant, quand les bénéfices ont explosé, le PE a baissé. Et ça, moi, j'ai introduit cette notion de momentum, au sens où une action, tu vois, aujourd'hui, elle peut paraître chère, parce que si tu utilises les ratios, et encore une fois, c'est là où c'est important de... Un investisseur value ne va jamais acheter une action qui fait 100 fois, 200 fois ses bénéfices. Mais un investisseur momentum, il se dit, si ça vaut autant, tu vois, ça peut encore continuer de monter. Il va jouer vraiment le momentum. Par exemple, moi, je t'ai dit, j'ai acheté l'année dernière à Dubaï. C'est cher, Dubaï, aujourd'hui. Mais pourquoi j'ai acheté à Dubaï? Parce qu'il y a un momentum. Parce que tu sens que ce n'est que le début, qu'il y a un vrai momentum. Et donc, même si c'est cher, parce que à un certain moment, je me suis dit, je n'investis plus à Dubaï. Mais quand j'ai vu l'opportunité, le prix, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Ce truc-là, il va valoir beaucoup plus cher dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Et bon, il se trouve que mon raisonnement était bon. J'aurais pu me tromper. Mais pourquoi? Parce que j'ai vu le momentum. Je me suis dit, Dubaï, ce n'est que le début. Dans 5 ans ou dans 10 ans, ça va être la folie. Et quand tu vois l'Europe, quand tu vois les États-Unis, quand tu vois qu'il y a beaucoup d'incertitudes. J'ai été en Malaisie cet été, donc je l'ai dit. Et j'ai pas aimé parce que donc tu as parlé de nomade capitaliste. Moi, je regardais ces vidéos et le gars, il vend la Malaisie à fond. Et là, moi, je me suis dit, ah, c'est intéressant. Tiens, je vais y aller. Et quand j'ai été là-bas, je me suis dit, mais Dubaï, c'est magnifique. Dubaï, c'est un truc de fou. Maintenant, clairement, l'été, il fait chaud, mais moi, l'été, bah, je serai plus là. C'est-à-dire, je serai 6 mois, 7 mois dans l'année à Dubaï et 5 mois, je me casse. et ça, tu n'es pas obligé d'être à Dubaï 12 mois dans l'année. Complètement d'accord. Et moi, pareil, j'y suis allé à Kuala Lumpur à cette conférence. Et honnêtement, Kuala Lumpur, c'est beaucoup moins ma tasse de thé que Dubaï. Je trouve que c'est pas comparable sur beaucoup de points. Je pense que pour des entrepreneurs, Dubaï, ça fait énormément sens. De par le réseau, de par les établissements qui sont à disposition. En fait, moi, ce que je regarde, c'est d'un point de vue living, en fait, c'est quoi? C'est la safety, donc le niveau de sécurité, c'est les infrastructures, donc ça veut dire tout ce qui est hospitalier et ce qui va être éducation, et ça va être l'aspect, est-ce qu'il y a des offres qui sont adaptées à ce que je recherche. Donc là, vraiment, c'est du cas par cas. Et la réalité, c'est que dans 99% des cas, la réponse, c'est que, oui, il y a des choses qui sont pour vous ici. Si tu as les moyens, Dubaï, c'est la meilleure destination. Et si tu as les moyens. Voilà. Et donc, du coup, il y a pas mal de gens qui, du coup, me disent, oui, Dubaï. Donc, moi, j'y vis pas. Hein. Moi, là-bas, je suis un défendeur profond de Bangkok. Mais je vous le dis honnêtement, c'est quand même abusé parce que il y a une vraie offre qui est intéressante et qui peut s'adapter aux gens. Mais du coup, je reviens sur un truc, c'est que beaucoup de gens me disaient, ça coûte cher. Et je reprends un peu le concept des salles de sport à New York à 10 000 balles le mois. C'est ça. Et c'est la même chose. En fait, pourquoi est-ce qu'il y a un réseau de dingue à Dubaï? C'est parce que ça coûte cher. Et donc, c'est un filtre. Mais en fait, quand vous faites le ratio, combien vous payez d'impôts, combien vous coûte la vie,
vous regardez simplement combien sort de votre poche sur un an. Et vous comparez ça à d'autres destinations. Et du coup, vous comprendrez vraiment quel est le coût d'un pays. Pour moi, un pays, je le vois comme une entreprise. Et je me dis, combien je sors et qu'est-ce que j'ai en échange. Moi, perso, quand je fais le ratio, c'est pas pour dire que la France est naze, mais c'est juste le ratio que personnellement je trouve, il est beaucoup plus intéressant à Bangkok ou à Dubaï que dans beaucoup d'autres destinations. Et c'est rigolo parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit, pourquoi est-ce que tu n'habites pas à Dubaï ? C'est parce que moi, je t'ai posé la question. Voilà, c'est simplement parce que moi, j'habite là-bas depuis longtemps. Ça fait 10 ans que je me suis expat là-bas et j'ai tout construit là-bas. Maintenant, j'ai lancé des restos, etc. Et donc, je me sens bien là-bas. J'ai mon réseau, etc. Je parle un peu thaï. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, pour moi, ce serait beaucoup plus compliqué de m'expat et de laisser mes amis derrière. Non, mais c'est ça. Et puis, quand tu construis quelque chose quelque part, c'est difficile. Par exemple, moi, ma fille, quand on est allé en Malaisie, on lui a dit, alors, ça te plaît ? Non, je veux revenir à Dubaï parce que ça y est, c'est comme sa maison. Voilà. Pour revenir sur le private equity, j'aimerais bien un coaching en direct. Vas-y. Donc, moi et mon associé que tu as rencontré, Constant, on a lancé une activité en nasset.com qui permet du coup à des gens de nous rejoindre sur des activités de private equity. Donc en gros, la structure qu'on utilise, c'est qu'on utilise des SPV. Et du coup, on permet aux gens d'acheter des parts. Et du coup, on rachète des business qui existent déjà. Donc nos critères, c'est on veut que des business qui font $1 million par an, qui sont uniquement sur le marché US, parce qu'il est beaucoup plus mature. Et que du coup, en plus de ça, je suis investisseur dans l'âme. Comment vous trouvez ces business ? Je vais y revenir. Donc du coup, on investit que sur les US parce que aussi on est investisseur et donc du coup on croit beaucoup plus au dollar que à l'euro sur le long terme. Donc du coup, le simple fait de toucher des dollars, déjà nous, quand on paye un business sur une base en euros à la base, on est gagnant sur le long terme. En tout cas, c'est notre analyse. On rachète les business. De quelle manière ? Alors, truc de dingue, moi déjà pour revenir un peu en arrière, j'ai essayé de vendre un business pendant des années que j'ai pas réussi. Et du coup, mon associé a réussi à le vendre pour un multiplicateur intéressant. Et du coup, après, on a lancé un business comme ça. À la suite de ça, on a rencontré en fait plein de gens qui étaient dans l'achat et revente de business en ligne. C'est fou. Et du coup, on a rencontré des gens aussi, tout comme dans l'immobilier, des fois qui avaient des situations de stress. Mariage, divorce, déménagement. Et du coup, je me suis dit... attends, c'est dingue parce que là, du coup, il y a des multiplicateurs bien plus intéressants que ce qu'on a trouvé sur des marketplaces. Tu sais, il y a plein de sites de marketplace, genre Empire Flipper, Flippa, etc. C'est en fait des sites comme des plateformes de vente de biens immobiliers, mais pour des bises en ligne. Et du coup, on a commencé à trouver des gens, ou plutôt des gens qui venaient vers nous parce qu'ils savaient qu'on faisait ça, qui vendaient leurs bises. Et c'est rigolo, c'est 100% des business qu'on rachète, c'est que des gens dans des situations de crise. C'est fou. Le premier, ou plutôt la première, c'était une dame qui avait mis un dépôt sur une résidence principale, qui avait un gros business et qui du coup devait vendre son business. Et première réaction, c'est pourquoi elle doit le vendre si elle gagne autant d'argent ? La réalité, c'est que elle était à fond en BTC et à l'époque, le BTC s'était crashé. Elle pouvait plus payer le reste de sa résidence principale. Excellent. Et elle allait tout perdre. Donc, elle était obligée de vendre son business pour pouvoir finir de payer sa RP. Et donc, du coup, on rachète son business et là, on se dit, c'est un coup de chance, ça arrivera qu'une fois dans une vie, ça, c'est impossible que ça se reproduise. L'année d'après, il y en a 2 comme ça. Tout le temps, c'est ça. Il y en a tout le temps. Et donc, voilà, situation de stress sur des assets super qualitatifs. Et du coup, que des business qui génèrent plus d'1 million de dollars par an, que des business qui sont 100% ils génèrent bénéfice ou chiffre d'affaires ? Ah ouais, non, je parle que bénéfice. D'accord. Donc, bénéf, c'est des business 100% SEO et c'est des business qui sont en affiliation que nous, du coup, le plan de développement, c'est de le transformer en SaaS, la plupart du temps. Pas tout le temps, mais la plupart du temps. D'accord. Et donc, en gros, on est venu commencer à consolider des achats sur différents business comme ça. Et du coup, moi et mon associé, on s'est dit, on va pas mettre tout notre cash. Parce que moi, en gros, pour la faire très simple, j'avais vendu un business, je vais pas donner les chiffres exacts, mais en gros, plus que 5 millions de dollars. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que le business sur lequel je voulais me positionner après, il coûtait 5 millions de dollars. Mais je me suis dit, je vais pas remettre une grosse partie de mon cash dedans. Et donc, du coup, j'ai contacté mon pote Constant qui avait revendu mon biz. J'ai contacté mes potes à Bangkok. Et du coup, on fait ce truc-là, on fait cette SPV ensemble. Et du coup, pourquoi je te dis ça ? Parce que je voulais du coup dispatcher sur différents business. Sauf que je suis allé voir des banques. Et évidemment, ils me rigolent au nez. Déjà, ils me voient arriver avec mes tatouages. Et en plus de ça, ils me disent, OK, tu rachètes des business aux États-Unis, etc. Nous, on est... Et ils m'ont dit, non, c'est pas possible. Donc du coup, on crée ces SPV, il y a des gens qui nous rejoignent, on développe les business, on les transforme de l'affiliation vers, la plupart du temps, des business SaaS, parce que les valos sont plus chers, et aussi, la plupart du temps, on transforme des business normaux en business en abonnement.
Et donc, du coup, on vient créer une stabilité sur le biz. Okay. Et donc, du coup, le but, c'est d'acheter des opérations qui marchent déjà très bien, mais avec une offre qui peut être améliorée. Si tu veux, c'est le seul critère où on se dit, ça, c'est pas trop grave. Parce que si ça fait déjà un M avec une offre qui est améliorable, bah au final, ça ne peut que aller mieux. C'est comme si tu achètes un bien et que le locataire, il paye une très petite somme et que tu sais que toi, le loyer, tu peux faire x3. Ça peut bien se passer. Et donc, du coup, c'est le seul critère sur lequel on est un peu flexible. Et donc, du coup, on vient développer ça. Et le gros avantage qu'on a, c'est que maintenant, comme on a un parc de sites qui est plutôt intéressant, c'est pas secret, vous allez sur notre site, on gère à peu près l'équivalent en actifs, sans revalorisation, de 20 millions de dollars. Et donc, du coup, ça crache aujourd'hui plus de 16,6% la première année. De rendement. De rendement net. Et donc, du coup, on hold à peu près 4 ans l'asset et puis après, on le revend. Et donc, du coup, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a des gens aussi qui nous demandent auprès de qui vous allez revendre. Et c'est rigolo parce que quand je dis aux gens, on a investi à peu près 20 M, les gens pensent qu'en disant ça, je pense que je suis au sommet de la pyramide. Pas du tout. Non. On est tout petit. Et on est les petits, en fait, de toujours quelqu'un d'autre. Ouais. Et donc, du coup, en fait, les fonds qui, à l'époque, nous, on leur a dit... Ça reste des beaux chiffres. Mais clairement, dans le monde de la gestion d'actifs, c'est petit. Bah oui. Ouais. Et donc, du coup, quand j'explique aux gens ça, que nous, on est les petits de quelqu'un d'autre, et que nous, en fait, il y a des gens qui nous disent, le jour où vous aurez un business qui, en effet, crachera du 15% sur une valeur de 10M, bah ok, on vous rachète. Et donc, du coup, les gens, ce qu'ils comprennent pas, c'est que nous, un business qu'on rachète 5M et qu'on l'emmène à 15% la première année, mais juste on fait un x2 sur 4 ans, on l'emmène à 10, et on les revend à des gens qui du coup ça devient seulement intéressant pour eux à partir de 10M. Je fais des allers-retours en Suisse et c'est rigolo, il y a des gens qui me disent ouais ben quand tu auras un truc à 10M on en reparlera, mais pour l'instant 5M le temps qu'on se déplace c'est bon, c'est même pas break-even quoi. Et donc du coup je voulais ton avis là-dessus. Est-ce que tu penses déjà, qu'est-ce que tu penses de la manière dont on fait, est-ce que c'est un truc que tu vois améliorable? Qu'est-ce que tu penses en gros de ce que je viens de te dire? Ouh, honnêtement, on n'a pas préparé le truc en plus. Bonne question. Écoute, déjà la renta, elle est énorme. Est-ce que vous assurez ce rendement? C'est-à-dire, elle est énorme pour un fonds. On est d'accord. Ouais. C'est-à-dire que quand... Bon, 20M, c'est pas énorme, mais après, l'idée, c'est ça. C'est qu'est-ce que vous êtes capable de délivrer. De délivrer avec 100M, avec 200, etc. Premièrement. Ensuite, je suppose que vous prenez des frais de gestion? Alors, auparavant, jusqu'à maintenant, non, parce que ça a vraiment commencé en mode t'es mon pote, t'es assis à côté de moi au resto, est-ce que tu veux le faire avec moi? Mais là, maintenant, on s'est professionnalisé et du coup, on a besoin d'appliquer des frais, mais on va mettre des frais uniquement de surperformance. C'est-à-dire qu'on va mettre 20%. C'est quoi le benchmark, justement? Le benchmark, c'est 15%. La première année. Ah, d'accord. Le benchmark, pour vous, c'est 15%. Ah ouais, ça veut dire que les 15 premiers pourcents, on se le répartit de la manière équitable. Donc, il n'y a pas de commission. Zéro com. Et au-delà? Et au-delà, sur l'excédent, donc ça veut dire, si par exemple, on fait... admettons, si on fait 30% de ROI par rapport à ce que investissent les gens, bah, sur l'excédent, c'est 15%. Et donc, sur ces 15%, on prend 20%. Ok. Moi, je trouve... pour aligner les intérêts. Je trouve que vous êtes trop généreux en termes de... Pourquoi? Parce que premièrement, quand vous allez grossir, les 15%, ça va être plus compliqué à tenir parce que vous serez sur des business qui seront moins porteurs, moins intéressants, moins rentables, parce que vous serez obligé d'investir. Si on vous donne de l'argent, à un certain moment, le cash, le problème, c'est que si on vous donne du cash et que vous ne délivrez pas de renta, ça va être problématique. Et ben en fait, c'est là que on rencontre là je vous expose le challenge si vous voulez chez Online Asset, c'est qu'on n'a pas assez de deals. C'est-à-dire que je te donne l'exemple de 2024, on n'a fait qu'un seul deal. 2023 on a fait 2 deals. Et c'est rigolo parce qu'il y a des gens qui nous disent ouais mais je veux investir, et on leur dit bah on n'a pas de deal tout de suite, on revient vers vous. Et c'est justement le fait qu'on n'a pas envie de cramer de cash parce que moi-même et mon associé Constant, on met notre cash dans chacune des boîtes. Et donc du coup on se dit par exemple en 2024, parce que là c'est comme si vous le faisiez pour vous. Ah, mais on le fait complètement pour nous à la base. Voilà. Et et donc pour moi, le benchmark, il est trop important. 15%, c'est trop élevé. Deuxièmement, c'est-à-dire qu'il faudrait soit un benchmark plus réaliste, soit taux d'intérêt, soit 4-5%, soit la bourse, soit, on fait mieux que le SP500, on fait mieux que le Nasdaq, tu vois. Mais il faut vraiment être plus réaliste sur le benchmark, sinon, à un certain moment, ça va se retourner contre vous. Premièrement. Deuxièmement, par rapport aux frais, clairement, sur de la surperformance, il faut facturer 20-30%. Steve Allen Cohen, bon, lui, c'est un gérant de hedge fund, lui, il facturait 50% sur
la surperformance. Prends un benchmark et dit voilà, moi si je fais plus que le SP500, j'ai 50%. Mais on est dans les hedge funds. Et lui, par contre, il gérait des milliards et des milliards. Et le but un peu, je pense c'est ça, c'est un certain moment de grossir. Mais sachant que c'est compliqué de trouver des cibles, des targets, ou alors à un certain moment, il va falloir devenir beaucoup plus gros. Alors voilà, notre stratégie, j'aimerais bien te la donner, j'aimerais que tu me donnes mon avis. Et désolé, tu vois, il y a plein d'idées qui viennent, et puis après, tu vois, comme par exemple le private equity, ils ont vraiment une vision long terme. Ok, sur la surperformance, mais au bout de 5 ans, au bout de 6 ans. Toi, c'est chaque année. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et donc, déjà, vous partez avec un autre handicap. C'est que parfois, un business, vous allez vraiment le lancer au bout de quelques années, pas au bout d'un an. Alors nous, on rachète, comme je t'ai dit, que des business qui existent, et du coup, on les transforme. Et la SPV, elle dure 4 ans. Ça veut dire qu'après 4 ans, on est sur... en fait, on se dit déjà, après 3 ans, on est déjà sur des plans de revente. Et donc, du coup, pourquoi cette performance de 15%? Parce qu'en fait, au multiplicateur auquel on l'achète par rapport à ce qui a été fait par le passé, sur les bilans de la boîte, bah, du coup, en fait... pour nous, c'est très simple. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi un truc qu'il faut prendre aussi en compte, c'est que nous, en fait, on a tellement de volume. C'est comme l'exemple j'aime bien donner l'exemple des restaurants. Quand j'ai lancé mon premier resto, on faisait 200 couverts par jour. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de restos, on fait 2300 couverts par jour. Le prix du steak que j'achetais à l'époque, c'est pas le même maintenant. Et ben, c'est la même chose en fait avec le volume qu'on fait sur les sites. Plus vous êtes gros, plus vous avez des économies d'échelle. Le SEO, que ce soit sur la rédaction, que ce soit aussi sur le netlinking, sur les développeurs, parce que les développeurs, et puis en plus de ça, avec l'intelligence artificielle qui arrive, les coûts de développement sont beaucoup plus faibles. Et puis, il y a aussi cet aspect staff, parce que plus on a de staff, plus on peut les répartir en fonction de la demande. Et donc, du coup, nous, on se base là-dessus, et puis aussi sur la partie valuation. Ça veut dire que nous, en fait, le rendement, pour être honnête, c'est un peu comme un loyer en immobilier. Parce que, tu vois, on fait un calcul rapide, 15% sur 20 millions, c'est 3 millions. Ouais. Point à la ligne. Et donc, à partir de là, l'idée, c'est intéressant. Mais je pense que tu peux générer plus. Pour l'instant, on surdélivre. On est d'accord. Et par contre, 15% sur 100 millions, c'est 15 millions. C'est, ouais. 15% sur 100 millions, c'est ça. C'est 15 millions. Et là, ça devient intéressant. Et donc, clairement, pour vous, l'idée, c'est ça, c'est d'aller à 100 millions de nous, l'idée, c'est d'aller capitaux gérés. Exactement. Mais vraiment, quand on parle de capitaux gérés, tu sais, on ne parle pas d'asset under management, c'est-à-dire revaloriser, tu vois, au prix de l'actif que les gens estiment, au prix ou du dernier échange. Nous, c'est vraiment... ce qui a été investi. Donc, c'est uniquement de l'appel de fonds sur un truc, et puis on revalorise pas. Par exemple, je pourrais dire, on gère 60 millions et on fait 5%. Non. On a levé et on a investi 20 millions, et aujourd'hui, ça fait 16,6%. Et donc, du coup, nous, en fait, là où est-ce que on se dit vraiment qu'on va gagner de l'argent avec les investisseurs, c'est lors de la revente. Et je disais, si tu veux, l'exploitation du business... Quand vous allez revendre le fonds. Non, quand on revend le business en question. Le business, exactement. Quand on revend la SPV. Parce que pour nous, un asset, c'est en fait juste un pont, si tu veux, pour gérer plus de bises et diversifier. D'accord. Et aussi diminuer nos coûts, nous-mêmes à titre perso. D'accord. Et donc, du coup, pourquoi je te dis ça? Parce que du coup, nous, notre but, c'est vraiment de flipper des bises. L'exploitation du business, c'est comme un loyer pour nous en immobilier, c'est-à-dire que c'est bien, ça fait patienter. Mais là où est-ce qu'on se gave, c'est lors de la revente du bien immobilier, c'est-à-dire c'est lors de la revente de la SPV en question. Et nos investisseurs, ils nous demandent à chaque fois, ouais, pourquoi est-ce que moi, je suis obligé de revendre mes parts? Parce qu'après 4 ans, moi, je veux garder. Si le truc, il a fait 30%, si à la fin de 4 ans, je suis à 30 ou 40% de rendement, sur mon coût d'investissement. Mais on leur dit, mais attends, réveille-toi, on va te faire un x2 sur ton capital initial. Donc tu vas sortir de la SPV, mais tout le monde sort de la SPV et puis on le revend à quelqu'un d'autre qui pour lui ce sera du 15% parce que nous on a fait x2. Et donc du coup les gens comprennent ça et qui récupèrent du coup, en fait là où est-ce qu'on gagne vraiment de l'argent, c'est lors de la revente. D'accord. Et on voit vraiment comme en fait... Et toi la question, parce que tu m'as dit que tu voulais que je te coach, ta question c'est qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui? Est-ce que tu penses que on devrait se racheter soit plus de deals ou racheter des deals plus volumineux sur nos prochaines opérations? Parce qu'en gros, je te la fais simple aujourd'hui, on a investi 20 et le truc, c'est qu'on a un peu plus du double qui est en attente. C'est-à-dire qu'on a des investisseurs qui ont déjà signé des papiers pour nous dire prochaine opération que vous lancez, peu importe ce que c'est, j'envoie. D'accord. Donc, on a à peu près 40 en termes de promesses d'investissement. Mais nous, en fait, on n'a aucun intérêt à faire une nouvelle opération parce que moi aussi, j'ai déjà besoin de recharger du cash pour me positionner. Mais aussi que plus d'opérations, ça veut dire aussi plus de temps de gestion nécessaire. Alors que
un gros business, bah au final, c'est à peu près le même temps de gestion qu'un un peu plus petit business uniquement sur la partie business en ligne. Parce que, je vous donne l'exemple, nous, des sites en affiliation qu'on rachète, qui est 10 000 visiteurs par jour ou 1 million de visiteurs par jour sur le site, c'est la même chose. Hein. C'est des liens en affiliation, c'est exactement la même chose. Ce qui va augmenter, c'est la demande en termes de ressources au niveau des data centers. Mais, je veux dire, notre carte bancaire, elle est pluguée, ça va recharger tout seul. Donc, ma question, c'est est-ce que tu penses qu'il est préférable de juste racheter plus de business ou de racheter des plus en plus gros business et toujours rester sur ce stade de 1 à 2 par an, mais de plus en plus gros? Et vous avez combien d'investisseurs? 171 aujourd'hui. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ouais. C'est pas mal. Bon, c'est pas un conseil d'investissement. mais pour moi, tu vois, un fonds, moi, comment je le vois? Moi, j'ai une optique. Si je devais créer un fonds, et si un jour je crée un fonds, je le vois plus un benchmark plus bas. Mais vraiment. Et clairement, vous allez devoir à un certain moment, c'est-à-dire que vous n'aurez pas le choix. Vous devrez investir sur des business plus gros. Peut-être que vous investirez en bourse. Peut-être que, tu vois, ce que vous êtes en train de faire, c'est une niche qui marche bien. Pour le moment, après un certain moment, est-ce que vous allez pouvoir scaler? C'est la grosse question. Ça, je peux pas te répondre au sens où j'ai pas toutes les réponses, mais tu vois, le capital, par exemple, on parlait tout à l'heure du capital risque. Capital risque, c'est quoi le but? C'est 100 investissements, tu en as 2 qui vont cartonner, 98 qui vont... Mais ils sont obligés de le faire. Et ça va leur donner du 10-14% de rendement. Tu vois? Et toi, aujourd'hui, tu peux avoir des performances importantes parce que vous êtes petit. C'est relatif, mais vous êtes petit. Ouais. Mais quand vous allez grossir, c'est Warren Buffett qui disait, quand j'étais petit, je pouvais faire 100% par an. Ça ne me posait pas de problème. Aujourd'hui, s'il fait 10%, 12%, il est super content. Donc, vous, aujourd'hui, la structure, elle est géniale. Elle est top. Ça vous a mis le pied à l'étrier. Vous êtes dedans. Tu découvres un nouveau monde, la gestion, tu vois, c'est génial. Maintenant, si tu veux vraiment passer au niveau supérieur, moi, je le vois un fonds classique, quoi. C'est-à-dire, il ne faut pas se casser la tête. Et là, par contre, le benchmark doit être plus faible et tu ne dois pas promettre du 15%, tu dois promettre du 10%, ou, tu vois, et les gens vont investir. Les gens vont investir parce que 10%, c'est déjà très bien. Mais oui, mais et puis tu dois avoir... comme toi dans l'âme. Je me dis 10%, c'est la bourse. Si vous voulez faire 10%, exact. S&P 500. Mais tu sais, il y a des gens, ils ne veulent pas investir sur le SP 500. C'est vrai. Alors, ma conviction. Et il y a des gens, ils se disent, et le SP 500, il va peut-être se cracher. Et je veux diversifier. Toi, il faut vraiment te présenter comme c'est de la diversification. Tu peux investir sur le SP 500, mais moi, je suis une source de diversification. Et en fait, en promettant, c'est vous mettez en faiblesse. C'est-à-dire que si jamais, tu vois, vous n'êtes pas capable de délivrer, en fait, les gens, ils vont vous dire, hey, oh, on n'est pas content. T'as promis 15%. Et donc, c'est juste moi, je suis très conservateur, donc je suis en mode prudent. Et par contre, tu vois, la structure, elle est là. Et moi, je suis convaincu que vous pourrez scaler, mais en étant plus humble, plus... Alors après, encore une fois, c'est ta stratégie. C'est peut-être que derrière, il y a une logique. Mais à long terme, c'est quoi ton ambition déjà? Votre ambition, c'est quoi? Nous, en fait, c'est juste de positionner notre argent à la base, c'est-à-dire moi et mon associé, et de le diversifier dans différents actifs numériques. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que... en termes de capitaux, combien de capitaux vous voulez gérer? Nous, c'est pas notre but vraiment de gérer ça, c'est plus la performance sur ce qu'on a déjà. On est focalisé plus sur on veut booster la perf plutôt que lever plus de fonds. C'est d'ailleurs pour ça que on a fait qu'une opération 2024 parce que pas de nécessité. Mais, ok, d'accord. Par contre, ce qui nous intéresse le plus, c'est au moment de la revente. C'est là où réellement vous gagnez le focus est là. D'accord. Et du coup, et donc dans ce cas, votre structure elle est bien, ça n'a pas besoin d'avoir plus de fonds. Et rester focus sur ça. Oui. Ok. Et pourquoi est-ce que la tranche des 5 millions, j'aime bien, et pourquoi est-ce que je pense qu'à l'avenir, on devra augmenter? Pourquoi est-ce que je pense que c'est encore possible? Parce que la tranche de 5 millions, en fait, il n'y a pas tant de monde que ça. C'est-à-dire que les particuliers ne vont pas mettre 5M. Non. Et les pros, c'est trop petit. Exact. Donc du coup, c'est pas mal. Exact. Et pourquoi est-ce que je pense qu'il y a encore beaucoup de potentiel? Je te donne l'exemple de Tai Lopez. Tai Lopez, qui rachète bodybuilding.com et qui fait du private equity exactement comme ça, mais beaucoup plus gros, avec des 200-300 millions. Je te donne l'exemple de... les Américains. Et c'est pour ça qu'on est sur le marché américain. Ils ont du cash. Oui. Exact. Okay. Et donc du coup, même chose avec acquisition.com
comment il s'appelle j'ai oublié son nom. Hormozy. Hormozy, ouais. Pareil, même taille de business. Et donc, du coup, je me dis, pourquoi est-ce que ce serait pas possible pour nous, en fait? C'est juste que nous, on est francophone, mais on est aussi sur le marché US. Et tous nos biz sur le marché US. Donc, du coup, en fait, je me dis que c'est possible, que ce soit sur une stratégie de développement on fait de plus en plus gros biz, mais la réalité, c'est que j'adore le secteur des plus ou moins 5 à 7 millions parce que mais c'est océan bleu. C'est ça. Il n'y a pas grand monde. Il n'y a personne, Voilà, donc l'avenir nous dira si on arrive à faire des multiplicateurs comme on le veut. Mais en tout cas, moi, ma vision, c'est que le prix d'un business dépend de la perception de l'acheteur. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui vont dire « Ouais, t'as mis ton école, ça vaut rien. » Et t'en as d'autres qui vont te dire « Ouais, mais ça vaut 30 ans de bénéfices. » Et donc en fait, celui qui a raison, c'est celui qui achète. C'est-à-dire que c'est lui qui vraiment aura déterminé que moi j'ai vu le potentiel, moi j'ai vu ci, moi j'ai vu ça. Et donc, du coup, voilà, moi, c'est ça vraiment ma perception, c'est je me dis, aujourd'hui, je connais des gens qui sont prêts à racheter des bises à 10 millions qui font du 15% par an. Et d'un autre côté, je connais des gens qui veulent vendre des bises à des multiplicateurs que je peux emmener beaucoup plus haut. Et donc, du coup, je diversifie là-dessus. Mais encore une fois, c'est vraiment dans une stratégie de diversification de mon patrimoine. Comme j'ai dit, moi, je suis surtout IMO, bourse et private equity, alors avec les restaurants, mais business en ligne, c'est un truc qui vient se compiler à tout ça. Et donc du coup, quand les gens parfois qui entendent ça, ils me disent « Ah ouais, tu veux pousser ton truc ?» Pas vraiment, on n'accepte pas des fonds parce qu'on n'a pas plus de deals à faire. Donc faites votre truc de votre côté si vous voulez. Nous, c'est une solution sur laquelle vous nous rejoignez et il y a des frais de surperf. Donc bref, tout ça pour dire que j'ai horreur du private equity dans les startups, mais tu vois, dans ce domaine-là, comme je le connais, j'ai 14 ans déjà sur le web, je me dis, ça, tu vois, je connais, ça me rassure, et ça diversifie le truc. Et ça a aussi des énormes inconvénients, tout comme l'IMO ou comme la bourse. Après, nous, on adore la bourse parce qu'on s'y connaît à fond dedans, mais... Moi, j'adore la bourse et la puissance des rendements composés. Et le fait que, en prenant la bourse, les rendements composés, et surtout le fait que les opportunités, tu en as tout le temps. Maintenant, là, toi, ce que tu fais, pour moi, c'est beaucoup de boulot. Mais le gros upside, je te l'ai pas dit, c'est versement mensuel des profits. Waouh. Bah ouais, ça c'est violent parce que du coup business en ligne, il n'y a pas besoin beaucoup de cash pour se développer et donc du coup bref, on fait ça. Ça fait déjà une bonne heure qu'on discute, Tammy. C'était magnifique. C'était intense, je pense, pour les gens. Tammy, merci beaucoup. Honnêtement, tu le vois sur ma chaîne, je sais pas si tu vois un peu mes vidéos, je fais un podcast par an. Donc je choisis vraiment mes guests à fond, donc c'était vraiment un plaisir de t'avoir. Merci beaucoup. Et puis Tammy, il a une énorme chaîne YouTube, ça va pas être bien compliqué de le chercher, mais on mettra à l'écran également le nom de ta chaîne YouTube dans la description de la vidéo si vous n'êtes pas déjà abonné à sa chaîne. Merci beaucoup, Tammy. C'était un plaisir. Vas-y, viens, on va manger un bout. Et tous mes vœux de succès. Merci. Et j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Faites exploser les likes. Faites exploser les commentaires. Et peut-être qu'il y aura un deuxième round. Peut-être. Merci beaucoup, Tammy, pour ton temps. Merci beaucoup.